Être président en Afrique, c'est toucher des salaires astronomiques, contrôler des budgets colossaux, vivre dans des palais, rouler dans des voitures de luxe et voyager aux frais de l'État. Pourtant, certains de ces hommes, autrefois au sommet du pouvoir, ont fini sans argent, sans biens, parfois même sans maison. Comment des présidents, multimillionnaires pour la plupart, peuvent-ils tout perdre? Et surtout, le pouvoir protège-t-il vraiment de la pauvreté? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur des cas réels, documentés, de présidents africains qui ont quitté le pouvoir ruiné, oublié, parfois humilié. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car tu es sur le point de découvrir ce que personne n'a jamais osé te dire sur les tristes réalités de certains présidents africains. Ces histoires vont te choquer, et même, changer à jamais ta façon de voir la richesse et le pouvoir en Afrique. On commence. Pendant 3 décennies, le Soudan a vécu au rythme d'un seul homme, Omar el-Béchir. Un militaire venu du cœur rural du pays, un officier qui parlait peu mais observait tout, un stratège patient qui a gravi les échelons de l'armée avec la détermination froide de ceux qui savent qu'un jour leur heure viendra. Avant même de devenir président, il maîtrisait déjà l'art essentiel du pouvoir, se rendre indispensable. Aux généraux, aux islamistes, aux réseaux d'influence, il n'offrait qu'une chose, sa loyauté, ou du moins l'illusion d'une loyauté absolue. Lorsque le Soudan s'enfonce dans l'instabilité politique à la fin des années 1980, la table est mise. Inflation, guerre civile, corruption, famine, tout semble indiquer qu'un changement radical va survenir. Et dans l'ombre, Béchir et ses alliés se préparent. Le 30 juin 1989, à l'aube, il déclenche son opération. Le gouvernement élu de Sadiq al-Mahdi est renversé. Les députés sont arrêtés. Les institutions, dissoutes. En quelques heures, le colonel se retrouve à la tête de l'État. Il promet l'ordre, la stabilité, une nouvelle ère. Et derrière ce discours, il pose la première pierre d'un règne qui durera 30 longues années. Très vite, Omar el-Béchir transforme le pays en un laboratoire d'autoritarisme. La guerre du Darfour éclate, plongeant l'ouest du Soudan dans une tragédie internationale. Des villages brûlent, des milliers de civils sont massacrés, des millions déplacés. La communauté internationale accuse son régime d'exaction, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Jamais auparavant un président en exercice n'avait été recherché par la Cour pénale internationale. Béchir, lui, semble intouchable. Il voyage, serre des mains, gouverne comme si le monde extérieur ne pouvait rien lui faire. Mais pendant que le pays s'effondre sous les sanctions et l'isolement diplomatique, une autre opération, silencieuse celle-là, prospère. Un détournement systématique des ressources nationales. Des circuits d'argent opaques, des valises de billets qui quittent les coffres de la banque centrale sans laisser de traces, des propriétés luxueuses qui sortent de terre, et un clan qui s'enrichit comme jamais. Au cours des enquêtes qui suivront sa chute, on découvrira que Béchir recevait régulièrement de l'argent en liquide, en dehors de tout contrôle. Il reconnaît lui-même devant un tribunal avoir reçu 90 millions de dollars en cadeau de la famille royale saoudienne. Des témoins affirment que cet argent n'a jamais été utilisé pour l'État, mais qu'il alimentait directement le réseau personnel du président. À cela s'ajoutent les dizaines de millions qui ont été discrètement déplacés au fil des ans, provenant des revenus pétroliers, de commissions, de transactions occultes ou de contributions forcées de grandes entreprises soudanaises. Puis arrive 2018. Le pays s'effondre sous l'austérité. Le pain devient un luxe, le carburant un mirage. Les files devant les boulangeries s'allongent chaque matin pendant que les banques manquent de liquidités. Le peuple soudanais, épuisé, affamé, humilié, descend dans la rue. Et cette fois, rien ne peut l'arrêter. Les manifestations prennent de l'ampleur, envahissent les grandes villes, encerclent Khartoum la capitale. De la bouche du peuple, une seule phrase est prononcée. Il doit tomber, un point c'est tout. En coulisses, les généraux qui formaient le pilier de son régime réalisent que le navire coule. Et pour sauver leur peau, ils n'hésitent pas une seconde. Le 11 avril 2019, Omar el-Béchir est déposé par sa propre armée. L'homme qui dirigeait un pays entier se retrouve prisonnier, enfermé dans la prison de Kober, la même où il envoyait lui-même les opposants du pays. Quelques jours plus tard, le choc. Lors de la perquisition de sa résidence, les enquêteurs découvrent des sacs entiers remplis de billets. Pas dans un coffre, ni dans une cave secrète, mais dans des valises, dans des cartons, ou dans des sacs de riz, comme si l'argent avait perdu toute valeur à force d'être accumulé. Au total, les autorités annoncent avoir saisi près de 130 millions de dollars en liquide. Le détail donne le vertige. 6 millions d'euros, 351 000 dollars, plus de 5 milliards de livres soudanaises, équivalent à plus de 100 millions de dollars selon certains experts. Et ce n'est que la surface visible de l'iceberg. Dans les mois qui suivent, l'État confisque des dizaines de propriétés, des villas, des terrains immenses, des complexes appartenant au clan Béchir, à ses frères, neveux et alliés politiques.
Au total, près de 92 000 mètres carrés d'actifs immobiliers sont arrachés au réseau de l'Ancien Régime. Certaines propriétés étaient enregistrées sous de faux noms, d'autres sous des entreprises fictives. Puis vient le gel des comptes bancaires, le démantèlement d'entreprises, l'interrogatoire d'anciens ministres. L'empire financier du président se délite, morceau après morceau. Ce que le pays croyait perdu à jamais commence à refaire surface. Pendant ce temps, Omar el-Béchir traverse sa chute comme un homme qui n'a rien vu venir. Lui qui vivait dans des palais entourés de gardes d'élite, se retrouve dans une chambre austère, sans luxe, surveillé en permanence. Il comparaît devant les juges, parfois tremblant, parfois silencieux, parfois défiant. Ses avocats plaident son âge avancé, mais la justice, elle, avance lentement mais inexorablement. Aujourd'hui encore, l'ancien président vit confiné, loin du faste, loin du pouvoir, loin de la richesse qui avait donné à sa vie un goût d'éternité. Ses comptes sont bloqués, ses biens, saisis. Son parti, interdit. Son avenir, suspendu à des procès qui concernent à la fois la corruption, le terrorisme et les crimes contre l'humanité. Le contraste est brutal, presque biblique. L'homme qui contrôlait tout, n'a plus rien. Celui dont le nom provoquait autrefois la peur, ne déclenche plus qu'un mélange étrange de colère et de pitié. Omar el-Béchir pensait que son pouvoir durerait toujours. Il a découvert que même les règnes les plus solides s'écroulent lorsque l'argent, le sang et la misère forment les fondations de l'État. Rien n'est éternel, pas même la dictature. Posons cette fois nos valises au pays de l'Ogooué, où nous allons parler d'un personnage politique très contesté. Ali Bongo Ondimba. Pendant plus d'une décennie, il a incarné l'image d'un pouvoir monarchique moderne, un homme né au cœur du luxe présidentiel, entouré d'un système où politique, fortune et influence se confondaient. Le Gabon, sous son règne, semblait stable, prospère, ordonné, du moins en surface. Mais derrière les façades vitrées de Libreville, derrière les discours officiels et les sourires diplomatiques, un autre paysage se dessinait. Celui d'une richesse familiale disproportionnée, d'un État transformé en patrimoine privé, et d'un président dont la fortune allait finir par se retourner contre lui. L'histoire d'Ali Bongo commence bien avant sa prise de pouvoir. Il grandit au sein de la monarchie Bongo, ce système unique en Afrique où l'État et la famille se confondaient presque. Fils d'Omar Bongo, l'un des dirigeants les plus durables du continent, il bénéficie dès son plus jeune âge d'un accès privilégié aux sphères diplomatiques, économiques et culturelles. Le jeune Ali évolue entre Libreville et Paris, fréquente les écoles prestigieuses, se forme à la diplomatie, à la finance et au code du pouvoir. Lorsque son père meurt en 2009, le Gabon entre dans une succession qui ressemble plus à un transfert dynastique qu'à une élection. Ali devient le successeur naturel, porté par le Parti démocratique gabonais, soutenu par une élite politico-économique qui prospère grâce au système instauré depuis un demi-siècle. L'élection, contestée, ouvre la porte à des tensions qui ne s'apaiseront jamais. Les premières années de son mandat semblent marquées par la modernisation. Des projets d'infrastructures sortent de terre. Les partenariats étrangers se multiplient. Les institutions se réorganisent. En façade, le Gabon avance, mais l'argent du pétrole suit des chemins inattendus. La famille Bongo, déjà l'une des plus riches du continent, continue d'étendre son empire. Villa à Paris, appartements à Beverly Hills, propriétés à Londres, investissements européens, holdings familiales. Les enquêtes ultérieures dresseront un tableau saisissant. Des dizaines de biens immobiliers en France, des comptes bancaires liés à plus de 70 sociétés, des transferts financiers suspects, des millions d'euros circulant entre des entités familiales et des comptes privés. La justice française, dans le cadre des biens mal acquis, découvrira un patrimoine colossal estimé à plus de 85 millions d'euros, sans compter les biens dissimulés par des prête-noms. Le système Bongo fonctionne comme une machine parfaitement huilée. Les revenus pétroliers, monopolisés par une minorité, financent un train de vie somptueux. Jets privés, voitures exotiques, hôtels particuliers, montres de collection, cérémonies grandioses. Pendant ce temps, de larges pans du pays vivent dans la précarité. Les hôpitaux manquent de matériel. Les fonctionnaires sont régulièrement impayés. Les provinces éloignées s'enfoncent dans l'abandon. Les premières fissures apparaissent en 2016. Une élection contestée, des violences, des accusations massives de fraude, une méfiance grandissante au sein même du parti au pouvoir. Le pays se fracture, et le système qui avait tenu pendant des décennies commence lentement à trembler. En 2018, un événement bouleverse tout, l'AVC qui frappe Ali Bongo. La maladie affaiblit physiquement et politiquement le président. Les apparitions se font rares. Les vidéos officielles laissent transparaître une fragilité inquiétante. Pendant sa convalescence, une lutte de pouvoir s'engage autour de lui. La famille, les barons du régime, les conseillers, les militaires. L'État, déjà fragilisé, s'enfonce dans l'opacité. Septembre 2023 marque le point de rupture. Les résultats de l'élection présidentielle annoncent la victoire d'Ali Bongo pour un troisième mandat.
Quelques heures plus tard, l'armée renverse le régime. Une séquence courte, brutale, inattendue. Les militaires dénoncent une gouvernance corrompue, un État capturé par une famille, une élection truquée. Ali Bongo apparaît dans une vidéo, désemparé, demandant au monde de l'aide. Le Gabon assiste en direct à la chute de la dynastie Bongo. Très vite, la justice ouvre des enquêtes. Les biens du clan sont ciblés. Des comptes bancaires sont gelés. Des saisies s'effectuent à Libreville et à l'étranger. La famille se retrouve au cœur d'un scandale financier gigantesque. Plus de 500 milliards de francs CFA seraient impliqués dans des détournements, selon les premiers rapports militaires. Des coffres remplis d'argent liquide sont découverts lors de perquisitions. Des propriétés appartenant à des proches d'Ali sont placées sous scellé. Le président déchu, lui, se retrouve assigné à résidence, coupé de ses anciens réseaux, dépouillé de ses privilèges, isolé dans son propre pays. Son train de vie d'autrefois, soirées diplomatiques, voyages en jet, résidence luxueuse disparaît, brutalement. L'homme qui flottait dans les cercles les plus prestigieux de Paris et New York vit désormais sous surveillance militaire. La fortune accumulée depuis des décennies se fissure. Les comptes sont bloqués, les transferts internationaux surveillés. Chaque semaine révèle une nouvelle série de biens confisqués ou de sociétés mises sous contrôle. Ali Bongo, qui grandissait dans les palais présidentiels et se déplaçait entouré de cortèges, découvre le silence d'une résidence surveillée et l'amertume d'un empire familial en ruine. Le pouvoir qu'il croyait hérité, indestructible, s'est effondré en une journée. Les privilèges n'existent plus, la richesse devient inaccessible, et l'héritage politique se transforme en dossier judiciaire. Le destin d'Ali Bongo ressemble à une parabole. Un homme né au sommet, porté par un système conçu par son père, qui devient président d'un État riche, avant de tout perdre, jusqu'à sa liberté de mouvement. Une chute fulgurante qui révèle à quel point un pouvoir apparemment solide peut se dissoudre lorsqu'il repose sur un édifice construit dans l'ombre. Parlons maintenant de l'un des dirigeants africains ayant le personnage le plus mystique de ces dernières années. Yahya Jammeh. Pendant 22 ans, son règne a enveloppé la Gambie d'un climat étrange, mélange de peur silencieuse, d'autorité absolue et d'une mystique personnelle soigneusement entretenue. Arrivé jeune au pouvoir, sûr de lui, presque insolent, il se présentait comme un pur produit des casernes, un homme mandaté par la Providence pour sauver un pays miné par la corruption. Mais derrière la promesse de discipline et de renouvellement se cachait une trajectoire qui allait mener à l'un des pillages d'État les plus méthodiques d'Afrique de l'Ouest. Son ascension démarre en 1994. Un groupe de jeunes militaires, frustrés de voir la Gambie s'enfoncer dans l'immobilisme, renverse le président Daouda Jawara. Le pays découvre alors le visage du lieutenant Jammeh, déterminé, charismatique, inflexible. Les discours initiaux parlent de justice, de transparence, de moralité. Cependant, très rapidement, cette rhétorique se transforme en une consolidation totale du pouvoir. Les services de sécurité se réorganisent autour d'un objectif clair, la loyauté personnelle envers le chef. Des structures entières sont créées ou remodelées pour surveiller la population. Agents infiltrés, arrestations nocturnes, interrogatoires musclés, disparitions inexpliquées. Le pays, pourtant petit, devient un territoire où la parole n'a plus de liberté, où chaque geste peut être interprété comme une dissidence. Pendant que le système sécuritaire prend racine, un empire économique naît dans l'ombre. Yahya Jammeh comprend très vite que la faiblesse institutionnelle gambienne lui offre une opportunité unique. Prendre le contrôle direct de l'économie nationale. Les entreprises publiques deviennent ses caisses personnelles, les ports ses coffres-forts, les services fiscaux ses instruments. L'État tout entier se vide lentement de sa substance au profit d'un seul individu. Les chiffres qui émergeront après sa chute donnent le vertige. Plus de 50 millions de dollars détournés selon la commission Janet. Près de 281 biens immobiliers identifiés sous son nom ou celui de ses proches. Des centaines d'hectares de terres confisquées. Des entreprises créées uniquement pour servir de réceptacle à l'argent public. Des transactions en liquide atteignant parfois plusieurs millions de dollars en une seule opération. Le palais présidentiel devient un sanctuaire du luxe. Voitures blindées, 4x4 aux vitres teintées, chevaux importés, jets privés, bijoux rares, tenues extravagantes. Dans un pays où le revenu moyen reste extrêmement faible, le contraste paraît presque irréel. Sa personnalité, elle aussi, évolue. Le militaire rigoureux laisse place à une figure quasi mystique. Jammeh se proclame guérisseur. Il affirme soigner l'asthme, l'infertilité, le diabète et même le VIH grâce à des plantes traditionnelles. Des patients, forcés d'interrompre leurs traitements médicaux, succombent. Le pouvoir mélange désormais autoritarisme, charlatanisme et culte de la personnalité. Pendant ce temps, la Gambie continue de se vider de ses forces vives. Les jeunes fuient par milliers, empruntant des routes mortelles pour rejoindre l'Europe.
Les opposants s'exilent ou disparaissent. Les journalistes se taisent. Le pays fonctionne comme une prison à ciel ouvert, sous la domination d'un homme convaincu que son mandat vient d'en haut. Puis arrive l'élection de 2016. Un moment charnière, presque irréel. Contre toute attente, le candidat d'opposition Adama Barrow remporte le scrutin. L'annonce provoque la stupeur, le colosse semble avoir vacillé. Jammeh reconnaît d'abord sa défaite, avant de se rétracter, convaincu qu'un coup de force pourrait encore inverser le cours des choses. Mais cette fois, la réalité le rattrape. Les pays voisins ferment la porte au soutien militaire. La CEDEAO lance un ultimatum. L'Union africaine se désolidarise. Même certains membres de son entourage comprennent que le régime touche à sa fin. Le 21 janvier 2017, le président quitte la Gambie. L'image de son départ reste gravée dans l'histoire. Un homme autrefois tout-puissant, debout à la porte d'un avion, visage perdu, lançant un appel pathétique au monde entier pour qu'on ne l'abandonne pas. Ce moment révèle la vulnérabilité d'un dirigeant qui se croyait invincible. Son exil à Malabo, en Guinée équatoriale, marque une rupture totale. La résidence est vaste mais surveillée. La liberté de mouvement est limitée. Les comptes bancaires, gelés. Plusieurs propriétés, saisies. Des villas au Sénégal, des terres agricoles en Gambie, des commerces liés à son entourage, tout passe entre les mains de l'État gambien ou fait l'objet de procédures internationales. Une partie de sa fortune disparaît littéralement du jour au lendemain. La justice gambienne publie des rapports accablants. Ils décrivent un chef d'État qui retirait lui-même des millions de dollars en liquide à la banque centrale, qui utilisait les ressources de l'État pour financer ses voyages et ses achats personnels, qui s'appropriait les entreprises florissantes du pays par simple décret, et qui mélangeait ses finances privées avec celles de l'État comme s'il s'agissait d'un même porte-monnaie. Son nom apparaît désormais dans les commissions de vérité, dans les témoignages d'anciens prisonniers, dans les registres de victimes, dans les rapports d'ONG. Les crimes économiques s'entremêlent aux accusations de torture, d'exécutions extrajudiciaires et d'enlèvement. Chaque révélation enfonce un peu plus l'image de l'ancien président, désormais réduit à l'isolement d'un exilé protégé mais politiquement mort. L'homme qui se voyait comme le roi de Kanilaï, le guérisseur du monde, le sauveur de la Gambie, vit à présent dans un exil étouffant, loin de ses palais, privé de ses richesses, oublié par ceux qui applaudissaient autrefois à ses côtés. Son histoire montre jusqu'où peut aller un dirigeant lorsqu'il confond l'État avec sa propre personne, et à quel point la chute peut être brutale lorsque les piliers du pouvoir se transforment en poussière. Yahya Jammeh a gouverné par la peur. Il finit dans le silence. Il voulait être une légende. Il devient un avertissement. Direction cette fois le Burkina, où nous allons parler d'un homme au destin controversé. Pendant 27 ans, il a régné sur le Burkina Faso comme un souverain moderne, froid, méthodique, calculateur. Blaise Compaoré, longtemps surnommé Beau Blaise, était l'homme qui avait survécu à tout, aux coups d'État, aux rébellions, aux pressions internationales, à l'isolement diplomatique et surtout, à un soupçon terrifiant qui ne l'a jamais quitté, l'assassinat de son ami devenu ennemi, Thomas Sankara. Pendant presque 3 décennies, il a incarné la stabilité, la puissance, la diplomatie régionale. Mais il a aussi bâti un empire personnel, un réseau tentaculaire, un système politique où l'État et sa fortune ne faisaient plus qu'un. Jusqu'au jour où ce château de cartes s'est écroulé sous la colère d'un peuple qu'il avait trop longtemps sous-estimé. L'histoire commence en octobre 1987. Thomas Sankara, président charismatique et révolutionnaire, mène une politique indépendante et radicale. Son discours dérange, ses réformes dérangent, son idéal dérange. Blaise, son compagnon d'armes, son frère de lutte, se rapproche d'autres forces dans l'armée. Le 15 octobre, Sankara est assassiné. Blaise Compaoré prend immédiatement le pouvoir. Il affirme qu'il n'a rien voulu, qu'il a été dépassé par les événements. Mais personne n'y croit vraiment. Il se fait président. Le ton change. Le pays quitte la révolution pour une rectification. Et désormais, toute la lumière se focalise sur l'homme qui a survécu là où son ami est tombé. Compaoré installe un régime qui se veut moderniste, ouvert aux investisseurs, diplomatiquement actif. Il devient un médiateur incontournable dans les conflits africains, il joue le rôle du sage, du pacificateur. Mais derrière cette image rassurante, son régime construit progressivement une économie parallèle, un système d'enrichissement discret mais massif. Des contrats opaques, des arrangements avec les hommes d'affaires, des transactions liées à la filière cotonnière, du cash qui circule dans les soutes des avions, tout converge vers le clan Compaoré. Sa famille, ses proches, ses ministres, ses hommes de confiance deviennent des puissances économiques à eux seuls. Pendant ces 27 ans de règne, Compaoré transforme la présidence en empire financier. Experts, opposants et ONG estiment que des centaines de millions de dollars ont quitté les caisses de l'État à travers des circuits discrets. Contrats miniers attribués à des proches, commissions cachées, revenus détournés, fonds secrets de la présidence gérés sans transparence.
Le palais de Kosiam, qui est la résidence officielle du président au Burkina, devient le centre névralgique d'une économie parallèle. Les voitures de luxe se multiplient, les villas somptueuses se construisent, les comptes bancaires gonflent, parfois sous des noms interposés. Mais en 2014, tout bascule. Compaoré veut modifier la constitution pour rester au pouvoir. C'est la goutte de trop. Le 30 octobre, un raz-de-marée humain déferle sur Ouagadougou. Les jeunes, épuisés par la pauvreté et la stagnation, envahissent les rues. Les bâtiments officiels brûlent. La colère est incontrôlable. Le pouvoir vacille. Et Compaoré, l'homme qui se croyait inamovible, n'a plus d'armée pour le protéger. Le lendemain, escorté par les forces françaises, il fuit en catastrophe. Sa chute est brutale, presque humiliante. Quelques heures à peine après sa fuite, les Burkinabés découvrent ce qu'il a laissé derrière lui. Une présidence vidée, des comptes secrets, des fonds disparus, des documents brûlés. Des commissions d'enquête s'enchaînent. Le rapport parlementaire sur les biens mal acquis du régime révèle que le patrimoine de Compaoré et de son entourage dépasse largement ce qu'un président burkinabé aurait pu légitimement accumuler. Bien qu'une grande partie de son empire financier ait été dissimulée à l'étranger, plusieurs éléments émergent. Des villas luxueuses à Ouagadougou, des propriétés dans son fief de Zignaré, dont la fameuse résidence présidentielle qu'il avait transformée en forteresse privée, et des biens dont la valeur totale pourrait s'étendre sur plusieurs dizaines de millions de dollars. Des terres appartenant à l'État et à des chefs coutumiers auraient été accaparées pendant son règne, puis revendues ou offertes à des proches. Après sa fuite, la justice burkinabé gèle ses comptes dans le pays, bloque ses propriétés, lance des enquêtes pour corruption, favoritisme et détournement de fonds publics. Les autorités ivoiriennes, qui l'accueillent en exil, sont discrètes. Mais de nombreuses ONG affirment que Compaoré a transféré une partie de sa fortune en Côte d'Ivoire, notamment dans l'immobilier d'Abidjan, où il vit dans une villa cossue à Cocody, protégée mais isolée. Pire encore, en 2022, après un long procès, Blaise Compaoré est officiellement condamné à la prison à perpétuité pour l'assassinat de Thomas Sankara. Une humiliation historique. Un verdict qui gèle définitivement ses ambitions politiques et qui renforce les procédures pour récupérer les biens qu'il aurait accumulés illégalement. Aujourd'hui, celui qui se promenait dans les couloirs du pouvoir avec l'assurance d'un homme éternel vit en exil permanent. Il dépend financièrement du réseau qu'il a réussi à sauver, mais dont la solidité s'érode année après année. Il ne peut plus rentrer dans son pays sans risquer la prison. Il ne peut plus accéder librement à ses biens. Ses comptes sont sous surveillance. Son nom est entaché par les révélations, les procès, les enquêtes publiques. Blaise Compaoré n'est plus l'homme fort du Burkina Faso. Il est un fugitif protocolaire pour certains, un exilé surveillé pour d'autres, un ancien président qu'une grande partie de son peuple considère désormais comme un voleur de destin. Le pouvoir qu'il croyait indestructible s'est effondré comme un château de sable frappé par la première vague. Son empire, construit pendant 27 ans, a été déchiré, saisi, exposé à la lumière. Tout ce qu'il voulait cacher a fini par être révélé. Et lui, autrefois maître du jeu, n'est plus qu'un pion sorti du plateau. Parlons cette fois de l'une des figures politiques les plus meurtrières de l'histoire d'Afrique. Charles Taylor. Dans l'histoire contemporaine de l'Afrique de l'Ouest, son nom demeure celui d'un homme qui a transformé la violence en instrument politique, la guerre en opportunité financière et la terreur en système de gouvernement. Pendant des années, il a façonné le destin du Libéria comme un chef de guerre devenu président, nourri par le chaos qu'il avait lui-même créé. Mais sa chute, aussi vertigineuse que son ascension, le conduira des palais présidentiels aux cellules d'un tribunal international. Cela ouvrira le chapitre d'une vie bâtie sur le sang, les diamants et la manipulation. Avant de s'imposer sur la scène politique, Taylor gravite dans l'administration libérienne sous Samuel Doe. Accusé de détournement, il fuit aux États-Unis, où il se fera arrêter, puis s'évade dans des circonstances encore floues, donnant naissance à une légende noire. Sa disparition mystérieuse marque le début d'une route qui passe par la Libye de Kadhafi, où il reçoit formation, armes, financement et ambition. Lorsque Taylor réapparaît enfin en Afrique de l'Ouest, ce n'est plus un simple fonctionnaire rebelle, mais un chef de guerre façonné pour conquérir le pouvoir. En décembre 1989, il lance son offensive contre le régime en place de Samuel Doe. Les premières victoires militaires déclenchent une guerre civile d'une brutalité presque inédite. Le Libéria s'enfonce dans l'horreur. Villages incendiés, enfants soldats enrôlés de force, exécutions, pillages, rituels mystiques de guerre, factions qui se multiplient sans fin. Le pays se transforme en terrain de ravage, mais Taylor, lui, avance. La guerre devient son moteur, et les ressources naturelles son carburant. Les mines de diamants, les concessions forestières, les routes d'exportation, tout est exploité pour financer son armée. Son nom s'entremêle avec celui des « diamants du sang », ces pierres extraites sous la contrainte, échangées contre armes, influence et pouvoir. Il ne dirige pas seulement une rébellion, il administre un empire parallèle où les armes et les diamants circulent comme des devises officielles.
En 1997, contre toute logique, il remporte les élections présidentielles. La population, épuisée par des années de chaos, choisit l'homme fort, espérant que celui qui a déclenché la guerre pourra y mettre fin. Et en ce moment, Taylor inspire plus de crainte que tous ses adversaires réunis. Une fois installé au pouvoir, le président consolide son contrôle avec une poigne redoutable. Les services de renseignement traquent les opposants. Les journalistes sont réduits au silence. Les budgets de l'État se perdent dans des circuits opaques. Les entreprises publiques deviennent des caisses personnelles. Et surtout, les réseaux régionaux de Taylor continuent de prospérer. Financement de groupes armés au Sierra Leone, trafic de diamants, envoi d'armes illégales, alliances criminelles transfrontalières. Les « diamants du sang », ces pierres ensanglantées extraites au prix de milliers de vies humaines deviennent le symbole de son régime. Il finance la guerre en Sierra Leone via les rebelles du Front révolutionnaire uni, alimente les conflits régionaux et enrichissent les cercles proches du palais. Le Libéria, sous Taylor, n'est plus un État. C'est une machine économique violente. Mais chaque système fondé sur la terreur finit par s'effondrer. À partir de 2001, les pressions internationales montent en flèche. Les États-Unis, les Nations Unies et plusieurs gouvernements africains dénoncent les crimes du régime. Des sanctions économiques écrasent le pays, tandis que le peuple se soulève. Une nouvelle rébellion, nommée LURD, avance vers la capitale, et l'étau se resserre. En 2003, contraint, Taylor accepte l'exil au Nigeria. La scène de son départ reste l'une des plus mémorables de la politique africaine. Sur les marches du palais, il prononce un discours théâtral, promettant qu'il reviendra. Mais quelque chose a changé. Le président tout-puissant apparaît soudain vulnérable. L'exil ne ressemble pourtant pas à un refuge paisible. Son nom figure sur un mandat d'arrêt international. Les États-Unis offrent même une récompense de 2 millions de dollars pour sa capture. Les comptes personnels sont ciblés. Les réseaux financiers se désintègrent. Les fortunes déguisées dans les circuits du diamant deviennent inaccessibles. En 2006, le Nigeria le remet aux autorités libériennes, qui le transfèrent au tribunal spécial pour la Sierra Leone. Le procès, historique, dure des années. Les témoignages accumulent les accusations. Crimes contre l'humanité, esclavage, enrôlement d'enfants soldats, actes de torture et pillage de ressources naturelles. Les preuves sont irréfutables. Le verdict tombe, 50 ans de prison. Un chef d'État africain condamné pour avoir alimenté des guerres atroces, une première dans l'histoire du pays. La cellule, au Royaume-Uni, devient son dernier palais. Le luxe, les diamants, les voyages diplomatiques prestigieux, tout cela disparaît. Dans l'exil carcéral, Taylor vit désormais un quotidien austère, oublié du monde qu'il avait autrefois terrorisé. Les biens confisqués, les comptes en banque gelés, les propriétés sous enquête et les réseaux brisés. Son empire financier se réduit à néant. L'homme qui manipulait le destin de plusieurs nations se retrouve enfermé, isolé, vidé de son pouvoir. La chute de Charles Taylor n'est pas seulement celle d'un président, c'est l'effondrement d'un système entier. Un empire construit sur la violence, un royaume de diamants et de sang qui a fini par consumer celui qui l'avait bâti. Son histoire rappelle une vérité implacable. Le pouvoir obtenu par la terreur ne dure jamais. Les guerres qu'il allume finissent toujours par engloutir leur créateur. Charles Taylor voulait être un seigneur de guerre devenu roi, mais l'histoire l'a transformé en prisonnier. Rendons-nous dans un pays de l'Afrique centrale, où, pendant 8 années, le Tchad a vécu sous la botte d'un homme que beaucoup considéraient comme invincible. Hissène Habré. Un président redouté, au visage fermé, au regard tranchant, capable de sourire le matin et de faire disparaître un opposant le soir. Son nom, pendant longtemps, a incarné la peur, la violence, le sang, mais aussi l'enrichissement silencieux d'un dirigeant qui avait transformé son pays en un terrain de chasse politique et financier. Mais comme tous les tyrans qui se croient éternels, Habré a fini par tout perdre. Son histoire commence bien avant son arrivée au pouvoir. Dans les années 1970, Habré n'est pas encore président, mais déjà, il a compris qu'au Tchad, le pouvoir se conquiert avec des armes, des alliances douteuses et une ambition de fer. À la tête de plusieurs forces armées rebelles tchadiennes, il se forge une réputation de chef militaire impitoyable, stratège de terrain, prêt à tout pour atteindre ses objectifs. En 1982, avec l'appui discret mais déterminant de la France et des États-Unis, qui voient en lui un rempart contre la Libye de Kadhafi, Habré renverse le président en place Goukouni Weddey et s'empare du pouvoir. Au début, il se présente comme un sauveur, mais très vite, son régime se transforme en une machine de répression sans précédent. Sa police politique devient le symbole de son règne. Près de 40 000 personnes seraient mortes sous son pouvoir, selon les archives retrouvées plus tard. Des milliers d'autres ont été emprisonnés, torturés, disparus. Pendant qu'il écrase l'opposition, Habré construit aussi un empire financier personnel.
Des millions issus de l'aide internationale, du soutien militaire américain, des financements français et saoudiens, se volatilisent mystérieusement. Des comptes bancaires privés apparaissent dans des banques africaines, puis européennes. Des transferts de fonds inexplicables circulent entre N'Djamena, Dakar, Paris et Genève. Le président vit dans un luxe que peu de Tchadiens peuvent imaginer. Palais somptueux, villas privées, entourage privilégié, dépenses extravagantes financées par un pays plongé dans la misère. Mais en 1990, tout s'effondre. Idriss Déby, son ancien compagnon de lutte devenu rival, marche vers N'Djamena. L'armée d'Habré se décompose. Ses alliés politiques l'abandonnent. Les soutiens étrangers se taisent. Et Hissène Habré, l'homme que l'on croyait indestructible, fuit en catastrophe à travers le désert, embarquant dans des coffres ce qu'il peut sauver. De l'argent liquide, des bijoux, des documents sensibles, des biens de valeur. Il trouve refuge au Sénégal, où il s'installe dans une villa spacieuse du quartier des Almadies à Dakar. Sa vie change brutalement. L'homme qui dirigeait un pays n'est plus qu'un exilé. Il n'a plus d'armée, plus de palais, plus d'État à contrôler. Mais son déclin réel commence quand les ONG, les anciennes victimes et la justice internationale se mobilisent. Pendant plus de 20 ans, Habré lutte pour échapper à un procès historique. Il dépense ce qui lui reste en avocats, en négociations, en protection politique. Mais rien n'y fait. En 2013, il est arrêté. En 2016, il est jugé et condamné par un tribunal spécial africain à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité, torture et viol. C'est la première fois, dans l'histoire du continent, qu'un ancien chef d'État africain est condamné par d'autres Africains, sur le sol africain. Et c'est aussi le début de la ruine totale. Le Sénégal saisit une partie de ses biens. Sa villa de luxe à Dakar est mise sous scellé, ses comptes bancaires sont gelés, des biens immobiliers et actifs financiers, plusieurs millions d'euros, sont identifiés puis bloqués. Les archives retrouvées au Tchad révèlent que l'homme avait détourné d'importants fonds publics. Mais aujourd'hui, l'immense majorité de ce qui lui appartenait est soit confisqué, soit perdu, soit illégal. Habré, autrefois entouré de gardes armés, vit désormais dans une cellule. Il n'a plus de fortune accessible, plus de pouvoir, plus de réseau, plus d'influence, seulement un passé qui l'accuse. Le président qui voyageait en jet privé vit désormais sous le regard froid de surveillants. L'homme qui gérait des millions dépend d'un budget minimal, contrôlé par l'administration pénitentiaire. Celui qui terrorisait un pays entier meurt en 2021, en détention, affaibli, pauvre, abandonné par l'histoire, terrorisé par la Covid-19 qui l'emportera. Certains disent qu'Hissène Habré croyait qu'un régime fondé sur la violence pouvait survivre à tout, mais qu'il a découvert qu'aucun empire ne résiste à la vérité. Il a fini sans richesse, sans honneur, sans pays, sans même la dignité de choisir sa dernière demeure. Un tyran déchu. Un homme qui avait tout, le pouvoir, l'argent, les armes, et qui a fini dans l'oubli, brisé, dépouillé, vaincu. Il avait bâti son règne sur la peur. Il a terminé sa vie dans la solitude. Atterrissons à Brazzaville, pour parler d'un dirigeant dont l'histoire reste encore très méconnue du monde politique. Pascal Lissouba. Dans l'histoire congolaise, son nom évoque un moment de promesse et d'espoir brisé. Un professeur devenu chef d'État, un intellectuel qui voulait transformer le Congo à la force des idées, avant d'être emporté par le torrent brutal de la politique armée. Son destin ressemble à celui d'un homme venu pour réparer, mais qui a fini par être broyé par les mécanismes même qu'il pensait maîtriser. Le début de son histoire politique remonte aux années 1960. Le Congo vient à peine de sortir du joug colonial et cherche une direction. Lissouba, jeune biologiste formé en France, incarne la génération des cadres africains qui rêvent de bâtir un État moderne. Il devient ministre, puis Premier ministre, se forgeant une réputation d'homme rigoureux, cultivé, doté d'une vision claire de ce que pourrait devenir son pays. Après plusieurs décennies de régimes autoritaires, une transition démocratique s'ouvre enfin en 1991. La conférence nationale donne naissance au multipartisme. Les Congolais veulent tourner la page. Lors des élections de 1992, un homme se détache. Pascal Lissouba remporte la présidence, porté par l'espoir d'un renouveau politique. Les premiers mois donnent l'impression d'un souffle nouveau. Des discours sur la transparence, des promesses de modernisation, des projets ambitieux pour relancer l'économie. Le Congo, riche en pétrole mais pauvre en institutions, semble prêt à entrer dans une ère de stabilité. Mais ce rêve ne dure pas. Dans l'ombre, les rivalités anciennes refont surface. Les anciens hommes forts n'ont pas disparu. Ils observent, attendent, se réorganisent. La lutte politique se transforme peu à peu en lutte armée. Crise après crise, le pays s'enflamme. Les milices se créent, chacune liée à un leader politique. Les forces de sécurité se divisent. Le territoire devient un échiquier où chaque mouvement coûte des vies. Les finances publiques, elles aussi, deviennent un champ de bataille.
Pour gouverner dans un contexte instable, le régime s'appuie de plus en plus sur les ressources pétrolières. Plusieurs contrats sont signés dans la précipitation, parfois dans l'opacité, souvent avec des compagnies étrangères venues profiter du chaos. Les sommes avancées contre du pétrole futur, censé soutenir l'État, alimentent en réalité un cercle complexe de clientélisme politique et de dépenses militaires. Des montants colossaux évalués plus tard à plus de 150 milliards de francs CFA, soit 230 millions d'euros, échappent totalement au contrôle public. Le pays soupçonne des détournements, des surfacturations, des malversations. L'opposition attaque, les alliés se fragilisent, les tensions montent d'un cran. L'année 1997 marque le basculement. La rivalité avec Denis Sassou Nguesso atteint un point de non-retour. Ce qui aurait dû être une alternance politique devient une guerre civile ouverte. Des quartiers entiers de Brazzaville sont ravagés. La population fuit par milliers. Lissouba, replié dans le sud de la ville, tente de résister avec ses milices, de négocier, de s'appuyer sur des soutiens internationaux. Mais le rapport de force lui échappe peu à peu. En octobre, les forces pro-Sassou reprennent la capitale. Le président élu n'a plus d'État à diriger, plus d'armée pour le protéger, plus de gouvernement fonctionnel. La fuite devient la seule option. En quelques heures, il quitte le Congo, laissant derrière lui un pays en ruine et un pouvoir qui changera demain, sans la moindre transition institutionnelle. Dès sa chute, l'État congolais ouvre une série d'enquêtes. Mandat d'arrêt international, accusation de détournement de fonds publics, gestion opaque de contrats pétroliers, fausse facturation et enrichissement illicite. Des biens appartenant à ses proches sont saisis, des comptes bancaires gelés, des propriétés ciblées par la justice. Le nom Lissouba passe brusquement de symbole d'espoir à celui d'un dirigeant accusé d'avoir aggravé la crise financière du pays. L'exil commence d'abord au Burkina Faso, puis en France. Contrairement à d'autres anciens présidents africains, il ne vit pas dans le faste ou dans l'abondance. Sa vie se résume à des appartements modestes, des soutiens sporadiques, des déplacements réduits. Le statut d'ancien chef d'État ne lui garantit ni fortune, ni confort, ni respect diplomatique. Beaucoup de ses biens sont désormais inaccessibles, confisqués ou menacés par les procédures judiciaires. Pendant ce temps, dans le Congo qu'il a quitté, son parti se divise, ses fidèles se dispersent, et sa voie politique s'éteint progressivement. Les années en exil deviennent une succession de tentatives pour influencer le débat public, pour défendre sa version des événements, pour redorer une image ternie. Mais l'écho est faible. La maladie finit par l'emporter en 2020. Lissouba meurt loin de son pays, sans funérailles nationales, sans reconnaissance d'État, sans réhabilitation politique. Il ne reverra jamais Brazzaville. Il ne récupérera jamais ses biens. Il ne retrouvera jamais l'honneur qu'il pensait mériter. Son destin s'achève dans une discrétion totale, presque anonyme, à l'opposé complet de l'image d'un président élu par un peuple plein d'espoir. Ce parcours n'est pas simplement celui d'un homme tombé. Il s'agit d'un avertissement tragique sur la fragilité des démocraties naissantes, la violence des rivalités politiques et la facilité avec laquelle un pays peut s'effondrer lorsque l'État devient un champ de bataille. Pascal Lissouba avait commencé comme un symbole de renaissance. Il a fini comme un exilé sans fortune, dépouillé de son influence, oublié par la scène internationale, coincé entre des accusations et une histoire qu'il a dépassée. Dans l'univers politique africain, rares sont les hommes dont le nom résonne à la fois comme une promesse et comme un avertissement. Pendant plus de 20 ans, la Somalie a avancé au rythme d'une seule volonté, celle de Mohamed Siad Barre. Un militaire discipliné, un chef d'État implacable, un dirigeant qui tenait d'une main ferme un pays immense, fracturé, secoué par les rivalités claniques. Et pourtant, derrière la façade d'unification qu'il prétendait incarner, les fondations de son pouvoir n'étaient qu'un assemblage de violence, de manipulation et de ressources accaparées. Lorsqu'elles ont fini par céder, c'est toute la Somalie qui s'est effondrée avec lui. L'histoire de son ascension remonte à 1969. Le président somalien en exercice est assassiné, les institutions s'effondrent, les élites se déchirent, et le peuple sombre dans l'incertitude. Au milieu de ce vide politique, un général connu pour sa rigueur et son tempérament autoritaire avance avec l'assurance d'un homme persuadé que le chaos n'est qu'un espace laissé libre pour son propre destin. En quelques heures, l'armée prend le contrôle, le parlement est dissous, la constitution suspendue. Barre annonce une révolution scientifique censée moderniser la Somalie. En réalité, il construit les premières pierres d'un État totalitaire. Durant les premières années, il impose une discipline redoutable. Le service de renseignement national, sa police secrète, infiltre les universités, les médias, les entreprises, les mosquées, les réunions de clans. Toute critique devient un acte de trahison. Les opposants disparaissent dans un réseau de prisons clandestines, souvent sans procès, parfois sans sépulture. Pour renforcer son autorité, il réorganise la société autour d'un socialisme à la Somalie, un mélange de propagande, de surveillance et de loyauté clanique soigneusement manipulée. Le régime profite alors des deux grands parrains de la guerre froide.
D'abord, l'Union soviétique, qui inonde le pays d'armes, de fonds, d'infrastructures, de projets agricoles. Puis, lorsque Moscou change de camp en soutenant l'Éthiopie, Barré bascule brutalement dans le camp américain pour assurer sa protection. Washington injecte alors des millions en aide humanitaire, en coopération militaire, en projets de développement. Mais rares sont les Somaliens qui en voient les bénéfices. L'essentiel disparaît dans les circuits du régime. Comptes personnels, financements occultes, milices privées, enrichissement d'un cercle restreint autour du président. Dans l'ombre du pouvoir, le clan Maréan, qui est son propre clan, occupe progressivement les postes stratégiques comme l'armée, les douanes, les finances, ainsi que les gouvernorats régionaux. Les ressources sont distribuées comme des récompenses, les contrats d'État attribués selon la loyauté, et les faveurs économiques deviennent une monnaie politique. Pendant que la corruption s'installe au sommet, le peuple affronte famine, sécheresse, pauvreté et absence totale de perspective. La scène internationale découvre la brutalité du régime en 1988. Et là, le nord du pays se soulève contre le président. Et comme réponse, Barré ordonne des bombardements massifs sur 2 villes, se trouvant dans cette zone de son propre pays. Les bombardiers pilotés par ses forces rasent des quartiers entiers. Résultat, plus de 50 000 civils sont tués en quelques mois, tandis que près d'1 million de personnes fuient vers l'Éthiopie. Le monde assiste, médusé, à l'un des pires carnages de l'Afrique contemporaine. À partir de là, le régime n'est plus qu'un géant fissuré. Les clans marginalisés prennent les armes, les milices s'organisent, les financements étrangers diminuent, l'économie s'écroule, les militaires commencent à déserter, et le régime, lui, perd ses pieds. Janvier 1991 marque la fin. Après des mois de guerre urbaine, les milices progressent jusqu'au cœur de Mogadiscio, la capitale. Le palais présidentiel n'est plus qu'une forteresse assiégée. Barré est contraint de fuir dans des véhicules blindés, entouré d'une poignée de soldats encore loyaux. L'homme qui régnait sur un pays entier ne contrôle plus que sa propre fuite. Toutes les illusions d'ordre et de puissance disparaissent en quelques heures. Une fois le président en exil, la Somalie se réveille sous le choc. La chute du régime dévoile des rapports, des documents, des archives internes. Les détournements d'aide internationale, évalués à plusieurs centaines de millions de dollars, apparaissent au grand jour. Des fonds américains et européens destinés à lutter contre la famine avaient été redirigés vers des comptes privés. Des biens immobiliers du régime, propriété du cercle présidentiel, sont saisis ou pillés. Les stocks d'armes, initialement financés par les superpuissances, sont récupérés par les milices, et le pays se transforme en un amas de ruines financières et militaires. Pendant ce temps, l'ex-président cherche désespérément un refuge. Le Kenya refuse, sous pression internationale. Le Nigeria accepte finalement de l'accueillir, à condition que sa présence demeure discrète. Dans ce pays lointain, Barré mène une existence radicalement opposée à celle qu'il a vécue pendant 22 ans. Plus de cortège, plus de discours, plus de pouvoir, plus d'argent accessible. Les comptes bancaires qu'il avait ouverts à l'étranger sont gelés dans le cadre de procédures internationales. Les biens immobiliers associés à son nom ou à celui de ses proches sont placés sous scellé ou visés par des enquêtes. Ces derniers revenus disparaissent dans les coûts de sécurité, de soins médicaux et de survie en exil. À Lagos, l'ancien dictateur somalien vit dans une maison ordinaire qu'il n'a même pas les moyens d'entretenir. La plupart des privilèges qu'il s'était garantis s'effondrent face au poids du temps et de la justice internationale. Les derniers témoins de sa vie racontent un homme fatigué, qui passe ses journées à écouter des informations venant d'un pays qu'il ne reverra jamais. Il observe, impuissant, la Somalie sombrer dans une anarchie que ses décisions ont largement déclenchée. Sa mort, en 1995, survient dans l'indifférence générale. Aucun hommage, aucune cérémonie officielle, aucun drapeau national, aucun retour triomphal. Son corps est enterré discrètement, loin de Mogadiscio, la grande ville, loin des lieux où il avait exercé une autorité absolue. Un destin tragiquement ironique pour un homme qui avait bâti un État entier autour de sa personne. L'héritage qu'il laisse derrière lui n'est pas celui d'un bâtisseur, mais celui d'un effondrement. La Somalie, déchirée, deviendra le symbole mondial d'un État disparu, un pays sans institutions, sans armée nationale, livré aux milices et aux seigneurs de guerre. Tout ce qu'il pensait contrôler s'est retourné contre lui. Mohamed Siad Barré avait régné avec une main d'acier. Il avait accumulé l'influence, l'argent, les soutiens internationaux. Mais à la fin de sa vie, tout cela s'était évaporé. Cap sur Bangui, où nous allons parler du seul président africain qui a osé se déclarer officiellement roi. Jean Bédel Bokassa. Dans l'histoire africaine, peu de noms évoquent autant d'excès, de scandales, de faste impériale et de déchéance totale. Un militaire devenu président, puis empereur autoproclamé, persuadé d'être destiné à la grandeur. Son règne a laissé une empreinte indélébile sur la Centrafrique. Une trace faite d'or, de violence, de folie des grandeurs, et d'un effondrement aussi spectaculaire que brutal. Avant la couronne, Bokassa est d'abord un soldat.
Formé dans l'armée française, vétéran de l'Indochine, décoré, respecté par ses pairs. Lorsqu'il revient au pays, il porte avec lui l'assurance d'un homme façonné dans les conflits internationaux. Il observe la fragilité du régime du président David Dacko et attend son moment. Le 31 décembre 1965, la transition se fait par la force. Un coup d'État sans compromis installe un nouveau maître au palais de Bangui. Sa prise de pouvoir s'accompagne d'un discours classique. Restauration de l'ordre, lutte contre la corruption, renaissance nationale. Mais très vite, le vernis se craquelle. Le chef militaire se transforme en monarque absolu. La présidence devient une scène de théâtre où un seul personnage occupe tous les rôles. La presse est muselée, les opposants disparaissent, les ressources publiques alimentent un train de vie extravagant. À Bangui, les dépenses présidentielles atteignent des niveaux déconcertants. Importation de voitures de luxe, achats compulsifs de bijoux, banquets interminables, voyages coûteux, excentricités somptueuses. Les comptes du trésor ressemblent à une succession de chèques personnels, fonds siphonnés, coffres vidés, budgets détournés. La Centrafrique, pays parmi les plus pauvres du monde, finance la vie délirante d'un homme persuadé d'être l'incarnation même du pouvoir divin. En 1976, sa folie atteint son paroxysme. Jean Bédel Bokassa se proclame empereur. La cérémonie, inspirée de Napoléon, dépasse l'imagination. Un trône en or massif, une couronne sertie de milliers de diamants, des uniformes extravagants, des chevaux importés d'Europe, avec des invités politiques triés sur le volet. Les historiens estiment le coût de cet événement à plus de 20 millions de dollars, soit l'équivalent de plus d'un tiers du budget national de l'époque. Pendant que Bokassa s'enlace lui-même dans un manteau de velours pourpre, des millions de Centrafricains manquent de nourriture, de soins, d'écoles. L'empire de Bokassa repose sur la peur. Les témoignages évoquent des prisons où les opposants sont torturés, des exécutions publiques, des disparitions nocturnes. Les ministres ne sont que des figurants. Les militaires s'inclinent par crainte. Les diplomates occidentaux observent, inquiets mais silencieux, car le régime demeure un partenaire stratégique dans la région. L'événement qui fera basculer son règne survient en 1979. Une répression sanglante s'abat sur des lycéens protestataires. Les corps retrouvés, les récits de violence, l'opinion internationale horrifiée. La France, jusque-là protectrice du régime, décide de lâcher Bokassa. Une opération militaire, baptisée Barracuda, met fin à l'Empire. L'empereur en fuite découvre la réalité brutale de la chute. Plus d'armée, plus de soutien, plus de pouvoir. Commence alors une errance qui ressemble à un film tragique. Il trouve refuge en Côte d'Ivoire, puis en France, où il s'installe dans un modeste appartement près de Paris. Ce qui reste de sa fortune est gelé. Des comptes bancaires sont bloqués. Des biens immobiliers sont saisis. Les millions disparus du temps de l'Empire deviennent inaccessibles. L'homme qui régnait sur un trône en or se retrouve à vivre dans un logement discret, dépendant de soutiens sporadiques, incapable de financer le train de vie qui avait fait sa légende. Les autorités centrafricaines réclament son extradition. La justice française ne cède pas, mais gèle ses avoirs et limite ses déplacements. L'ancien empereur, qui se voyait comme un Napoléon africain, mène désormais une existence presque anonyme. Ses journées sont marquées par la solitude, les interviews désespérées, les tentatives de réhabilitation médiatique, toutes vouées à l'échec. En 1986, contre toute attente, il retourne en Centrafrique. À peine arrivé, il est arrêté. Le procès devient un spectacle national. Accusé de meurtre, de torture, de détournement de fonds, l'ancien souverain écoute son passé ressurgir avec une violence implacable. Il échappe à la peine de mort mais écope d'une lourde condamnation. Sa fin est moins spectaculaire que son règne. Libéré pour raisons médicales, il meurt en 1996 dans une capitale qu'il avait autrefois rêvé de transformer en vitrine impériale. Pas de couronne, pas de cérémonie grandiose, pas de trône d'or, seulement une tombe discrète, presque anonyme, dans un pays ruiné. Jean Bédel Bokassa avait incarné l'excès absolu. Il avait poussé le pouvoir à un niveau caricatural, jusqu'à se croire empereur d'un empire imaginaire. Pourtant, sa chute révèle l'essentiel. Un homme peut accumuler les titres, les bijoux, les uniformes et les palais. Mais lorsque le pouvoir se dissout, tout disparaît. La fortune s'évapore, les privilèges se retournent contre leur maître, la grandeur factice devient un vêtement trop lourd. Et il ne reste qu'un nom, associé à l'une des chutes les plus vertigineuses que l'Afrique ait jamais connues. Ces présidents ont eu le pouvoir, l'argent, l'influence, et pourtant, ils ont tout perdu. Alors la vraie question n'est peut-être pas de savoir comment ils sont devenus pauvres, mais pourquoi? Est-ce une punition du système? Une conséquence de leurs mauvaises décisions? Ou la preuve que le pouvoir en Afrique ne garantit rien, pas même la sécurité financière? Alors, dis-nous en commentaire, penses-tu que ces présidents méritaient leur sort? Ou crois-tu que le système est conçu pour broyer ceux qui ne jouent pas selon ses règles?
N'hésite surtout pas de nous partager ton point de vue dessus. Et si cette vidéo t'a plu, je te prie de laisser un gros pouce bleu et de t'abonner sur la chaîne pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos. C'était Succès Noir et je te dis à la prochaine.